C'est moi qui lui ai fait la note pour le casier judiciaire vierge qu'il a mis page 27 de son programme présidentiel. Ils en ont parlé suite à une pétition que j'avais lancée il y a 5 ans. Ils en ont parlé pendant le débat télévisé à 11. Et la première chose qu'il fait quand il passe au gouvernement, c'est de faire le contraire. Aujourd'hui, il y a encore des élus qui ont des casiers judiciaires et qui peuvent se présenter. Aujourd'hui, il y a encore des élus qui font de la corruption et qui ne sont pas condamnés. Et qui sont présents au Parlement ? Mais qui sont présents au Parlement, qui sont présents comme élus. Il n'y a pas que le Parlement, il y a 700 000 élus. Il y a des maires, il y a des présidents de conseils généraux, il y a 2 conseils départementaux, il y a de comités d'agglomération. Moi, je parle d'un élu. Il est inadmissible qu'un élu de la République ait une condamnation B2 pour corruption, confusion, abus sexuels, et qui puisse s'occuper de nos enfants, et qui puisse gérer mon argent. Philippe Pascot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien adjoint à la mairie d'Évry, à l'époque Manuel Valls. Ouais. Vous êtes donc ancien homme politique. Je suis même le seul qui me soit battu 2 fois avec Manuel Valls. Et enfin, Physiquement. D'accord. Et enfin, vous êtes l'auteur du livre Mensonges d'État aux éditions Max Milo. Vous êtes engagé dans de nombreux combats, notamment en faveur des Gilets jaunes. Le premier sujet de cette rentrée pour le gouvernement, c'est la retraite. Et vous dites dans ce livre que c'est une escroquerie. Pourquoi ? Alors, d'une part, c'est l'escroquerie, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, il me semble qu'ils ont annoncé qu'ils allaient en parler après les municipales. Qu'aujourd'hui, on met sur le tapis, on prépare les gens, et que l'escroquerie, le racket, le retour à une perte, une perte des acquis sociaux, ça va se faire après les municipales. La retraite, c'est une véritable escroquerie. Les gens vont être coincés de tous les côtés. Et ceux qui vont être les premiers coincés, en plus, c'est les gens qui n'auront pas une carrière complète. C'est-à-dire qu'on va vous dire, et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le droit de prendre votre retraite à 62 ans, ils l'ont dit. C'est juste la date que vous pouvez reculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas prendre leur retraite avant 64, 65, 67 ans. Est-ce que c'est normal, alors qu'il y a de l'argent, alors qu'on pourrait faire autrement, alors qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour faire rentrer de l'argent dans les caisses? Et justement, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle loi au gouvernement ? Il va changer que les gens vont être obligés de bosser quasiment jusqu'à 70 ans, c'est ce qu'ils veulent, pour pouvoir toucher une retraite qui va être moins importante que ce qu'ils touchent aujourd'hui. Ce qui change, c'est que les annuités changent, ils nous mettent des points, c'est génial. Maintenant, la retraite va être par points. Ce qui vous oublie de vous dire, c'est que la valeur des points peut changer au cours des années. Et que quelque part, les gens qui vont cotiser et qui vont croire toucher une retraite de X euros 40 ou 50 ans après, ils sont même pas sûrs de la toucher. C'est-à-dire que si ils décident que l'économie va mal, et bien comme par hasard, les retraites vont baisser. Et comme par hasard, les gens qui déjà, au bout de 47 annuités, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 47 annuités, vont toucher 894 euros, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà la réalité. C'est-à-dire que quand vous avez bossé 41, 42 ans, ça va passer à 47 très bientôt, vous touchez 894 euros par mois. Dites-moi, on peut vivre avec 894 euros par mois ? Quand vous avez un loyer qui est déjà je ne sais pas combien, que vous devez encore payer des cigarettes si vous fumez, votre abonnement téléphone, votre abonnement Internet, et je ne parle même pas des gens qui sont en EHPAD. Un EHPAD aujourd'hui, sec, 2500 euros, sans assistance médicale. Comment on va payer tout ça ? Ah, mais ils ont déjà passé des lois, parce que là aussi, ils prévoient. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train de passer, comme quoi les petits-enfants vont pouvoir avoir des retenues sur salaire pour payer les EHPAD des grands-parents. Elle n'est pas belle, la vie ? Oui, mais le gouvernement va vous répondre, l'espérance de vie augmente. Oui, et alors ? Et alors, dans quelles conditions l'espérance de vie augmente ? Ça, c'est le premier point, mais on ne va pas faire de la sociologie. Mais même si l'espérance de vie augmente, pourquoi la part du gâteau est réservée à quelques-uns et les miettes sont réservées aux autres ? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quel rapport avec le fait que la durée de la vie augmente ? Ok ? Si les gens veulent continuer à travailler en plus, moi je veux bien. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, les gens c'est pas un choix. Les gens subissent. Aujourd'hui, en Angleterre, pays très libéral, il y a des gens de 105 ans qui sont obligés de travailler. L'Allemagne, génial, pays en pleine essor économique. Il y a je ne sais pas combien de petits vieux qui sont obligés de travailler comme des fous après leur retraite. Et quand vous travaillez après votre retraite, c'est plus aux mêmes conditions. C'est de la mendicité.
C'est-à-dire que vous faites un petit boulot quand vous avez 70 ans, vous êtes heureux, on vous donne 400 €. Et puis surtout, fermez-la. Hein. Et puis il n'y a plus de règles sociales. Et puis il n'y a plus de code de travail. Puisque c'est en plus de votre retraite. Vous voyez un petit peu la société qui est en train de se dessiner gentiment ? Ça va être une société de service où les petits vieux vont être obligés d'aller pousser... Putain, ça recommence, ça va revenir, vous allez voir. D'aller cirer des chaussures dans la rue pour ajouter un petit bonus à leur retraite misérable, alors qu'il y a de l'argent. Et justement, est-ce que ça peut faire ressortir les gens dans la rue ? Je sais pas. Un nouvel épisode des Gilets jaunes ? Alors, moi je le souhaite, hein. J'appelle d'ailleurs tous les membres des syndicats, tous les membres des VTC, tous les membres des pompiers à ne pas écouter leurs syndicats et à venir le jour où on fait une manifestation des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable convergence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait une seule grande manif à Paris par mois, avec les VTC, les pompiers, les camionneurs, le gouvernement saute. Et ça, Macron en a très peur. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des revendications et des souffrances populaires, il lâche un petit peu de mou à droite, à gauche, pour calmer la colère maximum et générale. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous sommes en septembre, il y a plus de la moitié des services d'urgence qui sont en grève. Les pompiers sont en grève, les VTC sont foudrage, l'ensemble des corporations sont foudrage. Et ça ne bouge pas encore. Parce que pour l'instant, ils manipulent bien. Pour l'instant... J'ai même lu à la télé que le chômage, ça allait mieux. C'est dingue. C'est dingue. J'ai même lu que l'économie française était en train de se redresser. C'est dingue. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que je suis un type très terre-à-terre. D'un côté, on me dit que l'économie va mieux, mais il n'y a jamais eu autant de monde dans les restos du cœur. J'ai quand même un problème par rapport à ça. Expliquez-moi. Ah, mais eux, ils n'expliquent pas. Ils suppriment. On radie. On vire les gens sur le Pôle emploi. Alors c'est sûr que quand vous virez les gens sur Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas répondu à un mail qu'ils n'ont pas reçu, ça fait vachement moins de monde qui sont inscrits dans au chômage. Quand vous, comme ils viennent de le faire, compliquez. Avant, il fallait 4 mois pour toucher le chômage. Maintenant, il va falloir 6 mois. Ça, personne n'est passé à côté. Ben, il va y avoir vachement moins de chômeurs. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont trouver des petits boulots au black. Des petits boulots en plus. Et ça, c'est pas répertorié. Et ça permet d'étouffer la colère sociale. Parce que quand vous avez un petit boulot au black, vous fermez votre gueule. Et vous êtes un des leaders des Gilets jaunes. Petit leader. Quel bilan faites-vous de cette mobilisation ? Je fais un bilan mitigé. Je veux dire, malheureusement, on n'arrive pas encore pour l'instant à fédérer l'ensemble des colères. Parce que la répression est énorme, parce que les gens ont peur. Parce que, dites-vous bien que moi, je suis quand même ébahi. C'est la première fois au monde où on se sert d'armes de guerre dans un pays dit démocratique pour tirer sur les gens. Et il y a encore du monde dans la rue. Malgré le fait que les gens sont éborgnés, malgré le fait qu'il y ait des mains arrachées, il y a encore des gens dans la rue, et pas en petit nombre. Parce qu'il y a aussi la manipulation des chiffres. Quand M. Castaner, et j'ai fait un certain nombre de manifestations quand je n'étais pas en conférence, nous annonce qu'il n'y a que 5000 personnes dans la rue, et que moi-même, j'en vois 50 000, c'est aussi des menteurs. Mais toutes ces manipulations, cette répression, cette non-reconnaissance de la réalité par certains journalistes fait que c'est très difficile d'avancer. Et en plus, nous sommes des judéo-chrétiens, donc c'est très difficile de discipliner. Je ne parlerai pas en plus de la manipulation policière, entre guillemets, qui quelque part envoie quelques personnes pour que ça marche pas bien dans les Gilets jaunes. Les Black Blocs, je suis désolé. Je veux qu'on m'explique. Justement, Emmanuel Macron a lâché un tout petit peu de lest. Ah bon ? Oui, mais on a l'impression que... Non, il a fait semblant de lâcher du lest. Alors, ou peut-être qu'à certains moments, le gouvernement a eu peur. Ah oui, le 1er décembre, il a eu peur, c'est sûr. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu l'impression que seule la violence peut faire un petit peu avancer les choses ? Ça, c'est une grosse erreur. La violence fait avancer les choses momentanément. Ça permet au gouvernement de resserrer l'étau, de resserrer le collier autour du cou. Ça fait peur aux gens qui pourraient venir, mais qui voient tant de violence, et ça fait peur aux modérés. Donc la violence, c'est qu'une illusion momentanée. Sur le moment, on obtient un petit quelque chose avec la violence. Parce qu'on se dit, on va les calmer, hein. Calmons-les. On leur donne un petit Valium. Vous voyez ? Donc on donne un Valium aux gens,
Ils prennent le Valium et ils ont l'impression que ça va mieux. Sauf qu'une fois que le Valium il est passé, on a soigné la conséquence, pas les causes. Donc on recommence. Une fois qu'on vous a donné une miette, vous rentrez chez vous, votre frigo il est plein pendant 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, votre frigo il est toujours aussi vide. Qu'est-ce qu'on fait après ? Faut ressortir. Et c'est le fait de rentrer et de ressortir qui fait que Macron gagne. Les pompiers gueulent un petit peu, on leur donne un petit truc. Les VTC gueulent un petit peu, on leur donne un petit truc. Les camionneurs râlent un petit peu, on leur donne un petit truc. C'est ce qu'il fait en ce moment, Macron. Et vous parlez justement dans votre livre des forces de l'ordre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de leur relation avec donc, le gouvernement ? Mais je pense qu'il y a quelques sadiques qui profitent du système dans les forces de l'ordre. Je pense que c'est des pentes. Vous savez, quand il y avait Pasqua, si on remonte, on fait un petit peu d'histoire, il y avait les mêmes problèmes. Parce qu'à partir du moment où la locomotive va dans une certaine direction, les forces de l'ordre qui sont dans le train, ils suivent. Donc comme ils savent, les gens, que de toute manière, ils seront pas punis, et qu'en plus, c'est très difficile. Vous savez, je prends toujours la caissière de la sécurité sociale qui vous crache à la figure à 16h40 de l'après-midi quand vous allez la voir pour lui demander quelque chose. Mais toute la journée, elle a eu des gens qui l'insultaient. À un moment donné, c'est elle aussi qui devient méchante. Et les forces de l'ordre, c'est pas forcément des gens méchants. Mais quand il y a des connards, parce qu'il y a des connards chez les Gilets jaunes, qui leur envoient des pavés sur la figure. Le mec, quand il a reçu 3 pavés, à un moment donné, il répond. Et il répond en tapant n'importe qui, y compris les gentils. Donc c'est pas si simple que ça. Et les forces de l'ordre, malheureusement, ils suivent les ordres. Mais il y en a quand même quelques-uns à l'intérieur qui sont de beaux salauds et de beaux sadiques. Mais, comme M. Macron et M. Castaner ont fait retirer tous les matricules, tous les machins, ces gens-là savent en plus qu'ils vont être complètement impunis. Et vous savez que quand vous êtes impuni, c'est comme un gosse qui met les doigts dans la confiture. S'il ne se fait pas prendre, il continue. Et bien, il y a les forces de l'ordre qui se rendent compte que taper dans l'émotion, l'adrénaline, ça leur donne une certaine émotion. Et bien, ils continuent, parce qu'en plus, ils ne seront pas punis. Donc 2500 blessés, je crois 2 morts. Ouais, 2 morts. C'est les violences policières. Officielles. Comment vous estimez le rôle de Christophe Castaner ? C'est le plus mauvais des ministres de l'Intérieur que je connais depuis la Ve République. C'est le plus mauvais, c'est le plus menteur, c'est le plus... Mais c'est une honte, ce mec-là. Je pense que si jamais il y a quelque chose qui se passe au niveau de machin, ce type-là, il faut le faire passer en jugement. Ce type-là doit répondre de ses actes. C'est lui le responsable. C'est lui qui fomente, qui pousse les forces de l'ordre à être sadiques. Quand vous, dans les médailles, oui, mais justement, vous récompensez les mecs qui ont fait des exactions reconnues et que vous leur donnez une médaille, c'est pas pousser au meurtre, ça ? Ce type-là, pour moi, c'est une honte de la République. Pour être clair. Je pense que ça pourrait être intéressant de parler du grand débat, et notamment aussi... de la boîte Tupperware. Versus aussi le référendum sur ADP. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi on en parle beaucoup moins de ce référendum ? Est-ce que vous pensez qu'il a des chances de... Alors, je pense que j'espère qu'on va y arriver. J'ai peur que tout est fait pour qu'on n'y arrive pas. Moi-même, j'ai essayé de remplir le truc sur Internet. C'est un vrai bordel. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas signer. Tout a été fait pour que ça soit compliqué. Mais il faut le faire. Malheureusement, il faut le faire parce que c'est une arme à double tranchant. Si on le fait, on va foutre Macron grave dans la merde, entre guillemets. Mais il le fera quand même, faut pas rêver. Il nous la mettra quand même profond, ce brave monsieur. Mais si on le fait pas, il pourra dire qu'on n'est pas capable de faire des référendums. Mais honnêtement, le challenge est énorme, quoi. Moi, ce que je conseille aux gens, et on le fait au niveau des Gilets jaunes, remplissez-le par papier. Par papier, vous le déposez à la mairie, etc. Ils l'enregistrent, c'est beaucoup plus facile. Mais honnêtement, on va avoir du mal à faire les 4,7 millions. Déjà, le chiffre est énorme. Chiffre énorme. 4,7 millions de personnes, c'est énorme. J'espère qu'on va atteindre ce chiffre le plus tôt. Mais ADP, il y a, je crois, 700 000 signatures. Ouais, on a 700 000 là. Mais on est pendant les vacances, faut pas l'oublier. Ça va redémarrer, on va y arriver. Moi, je compte sur 3 millions de personnes qui vont signer. Officiellement. Parce que je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Mais comme en plus, ils retirent des signatures, etc., on a vraiment... C'est avéré ? Ben oui, on n'a aucune confiance.
À partir du moment où les choses ne sont pas transparentes, cher monsieur, et c'est le cas, puisqu'à un moment donné, Castaner a même reconnu qu'il retirait le compteur sur le truc Internet pour que les gens ne sachent pas combien il y avait de personnes qui avaient signé. À partir du moment où c'est pas transparent, ça ouvre la porte à toutes les suppositions. Hein. Ou alors expliquez-moi. Si vous voulez vraiment qu'on soit sûr des choses, faites que ça soit totalement transparent. À partir du moment où les gens commencent à cacher, je me pose toujours des questions. Parce que pourquoi cacher ? Pourquoi cacher un salaire ? Pourquoi cacher des tas de choses ? Pourquoi pas déposer ses comptes quand tu as une entreprise ? C'est bizarre. Vous estimez aussi dans le livre que les politiques mentent régulièrement, mais c'est clair. Notamment le gouvernement et le président Macron. Macron, c'est le plus gros des menteurs. Et vous dites que donc le premier mensonge du président, c'est le casier judiciaire des élus. Ah, c'est clair, et j'en parle en connaissance de cause, puisque c'est moi qui lui ai fait la note pour le casier judiciaire vierge qu'il a mis page 27 de son programme présidentiel. Ils en ont parlé suite à une pétition que j'avais lancée il y a 5 ans. Ils en ont parlé pendant le débat télévisé à 11. Et la première chose qu'il fait quand il passe au gouvernement, c'est de faire le contraire. Aujourd'hui, il y a encore des élus qui ont des casiers judiciaires et qui peuvent se présenter. Aujourd'hui, il y a encore des élus qui font de la corruption et qui ne sont pas condamnés. Et qui sont présents au Parlement ? Mais qui sont présents au Parlement, qui sont présents comme élus. Il n'y a pas que le Parlement, hein. Il y a 700 000 élus. Il y a des maires, il y a des présidents de conseils généraux, il y a 2 conseils départementaux, il y a de comités d'agglomération. Moi, je parle d'un élu. Il est inadmissible qu'un élu de la République ait une condamnation B2 pour corruption, confusion, abus sexuels, et qui puisse s'occuper de nos enfants, et qui puisse gérer mon argent. Eh bien, aujourd'hui, malgré les déclarations de M. Macron, où il a déclaré à la télé devant des millions de gens, qu'aujourd'hui, il n'y avait plus personne qui était condamné, qui était élu. Eh bien, c'est un menteur. Et je le dis souvent, fais-moi un procès, Macron. Oui, mais justement, faire confiance donc au casier judiciaire pour élire quelqu'un, est-ce que c'est pas peut-être une preuve de... Est-ce que vraiment la transparence, c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, la transparence. Oui, mais justement, vous dénoncez tout à l'heure une police peut-être politique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que la justice est en temps politique ? Mais elle est politique aujourd'hui. Mais quel rapport avec le casier judiciaire ? Moi, je dis simplement que aujourd'hui, il y a 396 métiers que j'ai référencés moi-même, où il faut que tu présentes ton casier pour travailler. Toi, en tant que journaliste, il faut que tu aies un casier judiciaire vierge. Expliquez-moi pourquoi il ne le faut pas pour être élu. Aujourd'hui, il y a des métiers où tu dois présenter ton casier judiciaire vierge tous les ans. J'ai référencé, pas dans ce livre-là, mais dans celui d'avant, le film Biotique avec Clint Eastwood. Tu vois qui c'est, Clint Eastwood ? Clint Eastwood a fait un film sur les 3 mecs qui ont sauvé les gens dans un train, là, Biotique, je sais pas. Tous les figurants ont dû présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler. Donc pour être figurant dans un film, il faut que tu présentes un casier judiciaire vierge, et pour être élu, gérer mon argent, voter des lois. On t'en demande pas un ? Expliquez-moi. Il n'y a aucune excuse, aucune possibilité. Vous direz, oui, mais c'est aux électeurs de choisir. Moi, je veux bien. Mettez votre casier judiciaire sur le bulletin de vote. Mettez vos condamnations sur le bulletin de vote. Bédier, Eichmann, tous les mecs qui ont été condamnés, mettez ça sur votre bulletin de vote. Mais non, ils ne le font pas. Parce qu'ils mentent, ces gens-là. D'accord. Vous revenez aussi sur de nombreux mensonges de campagne, même d'élus. Ouais. Emmanuel Macron a parlé récemment d'état profond. Ouais, non, c'est lui qui nous la met profond. C'est l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire, encore une fois, c'est de la com. C'est quoi un état profond ? Nous, on n'est pas assez profond, le peuple. Nous, on est juste en surface, on comprend pas les choses, parce que c'est toujours ce qu'il veut dire. Peut-être une administration qui est derrière les politiques et qui empêche ces politiques faut arrêter d'appliquer leurs l'administration promesses. aujourd'hui, elle est aux ordres. Tout le monde a peur, parce qu'ils ont mis un climat de peur dans l'administration. Tout le monde ouvre son parapluie. Dès que le chef dit quelque chose, tout le monde exécute, parce qu'ils ont tous la trouille. Et ils ont lancé des messages. Rappelez-vous, au mois de juin, Macron et compagnie qui a dit « Je vais m'occuper des hauts fonctionnaires qui ne marchent pas droit ». Les mecs, ils ont bien compris le message. Hein. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre au pas l'administration. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées pour que les gens ne puissent plus s'exprimer. La loi confiance, Monsieur Blanquer, c'est génial. C'est un beau nom. Ah oui, attends, c'est super. Je suis contre la loi confiance. Comment il nous l'a mis profond, là aussi ? Les gens peuvent même pas. Dès le machin, ils sont coincés. Mais vous avez vu dans l'article 1, un instituteur, un professeur des écoles, pardon, un enseignant, qui va
publier quelque chose sur Facebook en dehors de ses horaires, de travail, il risque d'être mis en cause dans son travail et d'être convoqué par le rectorat. C'est ça la liberté d'expression. Petit à petit, on est en train de mettre un étau sur la liberté d'expression, tout en disant le contraire, pour des motifs de sécurité. Ah ouais, c'est bien la sécurité quand c'est pour étouffer. Moi, j'appelle ça une dictature déguisée. Est-ce que vous... Ça fait un blanc, hein. Vous pensez que donc, tous les politiques sont tous des pourris? Pas tous. Vous en avez croisé quelques-uns? J'en ai croisé un peu. Plus, je le dis souvent dans mes conférences, plus on remonte la pyramide, et ce n'est pas un geste maçonnique, plus malheureusement ces gens-là sont pourris. Il y a 700 000 élus en France, ils ne sont pas tous pourris. Moi, je connais plein de maires de communes qui sont des types qui dépensent plus de leur argent personnel que le peu d'indemnités qu'ils touchent. Quand vous êtes conseiller municipal sur une ville, non, plus on remonte, oui, plus on remonte, plus... Parce que c'est simple à comprendre. Vous savez combien ça coûte une campagne présidentielle? Dites-moi. 22 millions d'euros. 22 millions d'euros au deuxième tour. Il y a un type qui en a dépensé 50 millions et qui s'est fait gauler. Qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, il s'est fait gauler. Il s'appelle Sarkozy. Donc il a dépensé 50 millions d'euros pour être à la présidentielle. Tu les as? Non. Moi non plus. Donc quand tu dois te donner sur la table 50 millions d'euros, parce que si Sarkozy s'est gaulé, quand on regarde les campagnes des autres, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Faut pas croire. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a noté, mais tous les présidents de la République ont été dénoncés sur leur compte de campagne. Tous. De Chirac, Balladur, etc. Tous. Hein. Il n'y en a pas un seul dont on n'a pas dit que sa campagne n'avait pas été truandée. Bien que M. Macron. Hein. Parce que M. Macron, il n'a pas donné le nom de 1000 de ses donateurs. M. Macron, bizarrement, on a mis un bol sur ses comptes à lui en disant non, tout est bien, lui, il n'y a pas de problème, on ne regarde pas plus loin. Et bizarrement, le type des comptes a été augmenté. Tiens, c'est bizarre. Donc lui, il sait bien y faire. Oui, mais justement, quand on entend votre discours, la réponse de certains politiques, vous direz oui, mais la défiance envers les élus, ça nourrit le populisme. Oui, c'est ça, faisons l'autruche. Surtout, ne regardons pas. Et plus on dénonce les méchants, moins les gens ont envie de voter. Il y a un truc vachement simple qu'ils viennent de refuser. Pourquoi ils n'accordent pas une reconnaissance politique au vote blanc? Parce que c'est facile de dire, plus on dit les choses, moins les gens vont voter. Mais accordez-nous le vote blanc. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Et pourquoi M. Macron vient de rejeter ça? Qui est une demande de l'ensemble des populations. 80% des gens sont pour le vote blanc comme un vote politique. On pourrait voir si les gens ne sont pas d'accord vraiment avec le choléra ou la peste. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pourquoi ils ne font pas le vote obligatoire? Moi, je suis pour le vote obligatoire. Parce que le vote obligatoire, il faut que tu saches que ça existe déjà en France. Hein. Les sénateurs sont élus par vote obligatoire. Donc on ne me dise pas que ça ne puisse pas se faire, que ça ne peut pas se faire. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? C'est bizarre. Pourquoi ils font tout pour que les gens n'aillent pas voter? Pour que les gens soient complètement écœurés? Parce qu'aujourd'hui, j'ai les preuves de ce que j'annonce. Il y a des gens qui sont élus avec 1 électeur sur 10. 1 électeur sur 10. Monsieur Valls, ça vous dit quelque chose, Monsieur Valls? Son remplaçant, il a été élu comme député avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Le remplaçant de Monsieur Dassault, ça vous dit quelque chose, Monsieur Dassault? Il a été élu au conseil départemental avec 0,6 électeurs sur 10. Juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Inscrits, hein. Je ne parle même pas des gens qui ne sont pas inscrits, etc. C'est ça la démocratie? Mais ça les arrange. Parce que moins il y a de gens qui vont voter, plus c'est facile d'être élu. Parce que les Gilets jaunes, quand vous réfléchissez bien, c'est pas un parti politique. Parce qu'ils ont essayé au départ. C'était l'extrême droite. Puis après, c'était l'extrême gauche. Puis après, c'était des fascistes. Et puis après, maintenant, c'est des Black Blocs. Et puis maintenant, c'est des terroristes. Non. Les Gilets jaunes, c'est le peuple. C'est des gens de droite, c'est des gens de gauche. C'est la mère de famille, c'est des retraités. Moi qui ai fait un paquet de ronds-points et qui ai fait un paquet de manifs, je rencontre de tout. Alors c'est vrai. Il y a quelques connards dans les Gilets jaunes. Il y a quelques abrutis qui, à 3h de l'après-midi, sont déjà avinés avec de la bière.
et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a quelques connards de Black Bloc qui ont, à mon avis, payé par Macron, qui sont là pour casser, pour justement faire peur. Mais je vais vous dire un truc vachement simple. Vous savez, les Champs-Élysées, c'est une des rues de Paris, l'avenue, qui est le plus sécurisée au niveau des caméras de surveillance. Vous me suivez ? C'est-à-dire que dans les Champs-Élysées, des caméras vidéo, il y en a partout. Le jour de la manif aux Champs-Élysées, quand ils ont brûlé le Fouquet's et quand ils ont brûlé les trois kiosques à journaux, j'ai du mal à comprendre que du PC, quand ils ont brûlé le premier, ils n'aient pas envoyé des gendarmes. Quand ils ont brûlé le deuxième, les mêmes personnes, ils n'ont envoyé personne du PC. Et quand ils ont été au troisième, ils ont encore envoyé personne pour arrêter la dizaine de connards qui mettaient le feu. J'ai du mal à comprendre que, et j'ai les preuves, c'est pas moi qui le dis ça, que quand on repère un type le matin qui fait 51 dégâts matériels toute la journée, c'est à la fin de l'après-midi qu'on l'arrête. J'ai du mal à comprendre. Si, ou alors je me dis, c'est peut-être pour que les gens aient peur, c'est peut-être pour, au contraire, fomenter un petit peu de casse et de violence pour faire peur à l'ensemble des populations. Parce que c'est vrai, il y a des connards chez les Gilets jaunes, mais on les pousse un peu quand même. J'ai du mal à comprendre que les Black Blocs, qui sont des gens référencés, qui sont tous infiltrés, la plupart des Black Blocs sont infiltrés par des gens des renseignements. On les laisse arriver à la gare du Nord à 50 avec des bêtes de baseball dans les mains et on les laisse passer, eux. Alors que moi, j'étais à des manifs, j'ai eu droit à 5 contrôles, qu'on m'a fait retirer mes lunettes, qu'on m'a fait retirer mon foulard, qu'on m'a fait jeter mes pastilles pour mettre dans les yeux. Et ces gens-là, on les laisse passer. Il y a quelque chose qui me perturbe dans la sécurité. Pas vous ? Et le RIC, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est bien, RIC. Je pense que pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas, nous, voter des lois ? Pourquoi on ne pourrait pas dire cette loi n'est pas bonne ? Et puis je vais vous dire, le RIC, écoutez bien, pour moi c'est une assurance vie. Quand vous prenez une assurance vie, est-ce que c'est pour vous en servir ? Non. Merci. Quand vous faites un contrat de mariage, est-ce que c'est pour divorcer ? Non. Et ben voilà. Donc si le RIC est posé et que tout se passe bien, ben on s'en servira jamais. Mais il est là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste une assurance vie. Pourquoi ils ne veulent pas le poser ? Pourquoi ? Toi, tu fais une connerie comme journaliste, je te vire. Toi, comme caméraman, tu oublies de mettre la pellicule dans le machin, je te vire. Pourquoi un élu, on ne peut pas le virer ? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Et bien aujourd'hui, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse virer un élu. Pourquoi on peut virer encore tous les autres membres de la société et pas un élu ? Donc le RIC ne me gêne pas. Il est là, tout se passe bien, les élus sont corrects, ils sont propres, ils font des bonnes lois. Eh bien on ne s'en sert jamais du RIC. Aucun élu ne truande, ne vole, ne viole, etc. Eh bien on ne se sert pas du révocatoire. Donc pourquoi ils ne veulent pas qu'on le pose ? J'ai du mal à comprendre là aussi. Ah, peut-être que si on le pose, ils vont être embêtés. Peut-être que si il y a un RIC, le peuple va reprendre la main et ils seront obligés d'être honnêtes. S'il y a un RIC, c'est vrai que les lobbies ne pourront plus poser des lois comme ils sont en train de les poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lobbies industriels qui posent des lois, qui font voter des lois par des élus corrompus. C'est vrai qu'avec le RIC, on aura un droit de regard. Donc je comprends que ces gens-là ne veulent pas. Parlons maintenant de la lutte contre la fraude fiscale en France. Mon pauvre ami. Est-ce que tout est fait en... Mais non, rien n'est fait. Mais non, rien n'est fait. Rien. Aujourd'hui, il y a 100 fois plus de contrôle sur un type qui est au RSA que sur un type qui détourne des milliards. 100 fois plus de contrôle. Aujourd'hui, ils ont failli passer un texte de loi, écoutez bien. Et heureusement, il n'est pas passé. Comme quoi, ils pouvaient écouter les conversations téléphoniques d'un mec qui était au RSA. Aujourd'hui, ils ont passé une loi, celle-là, elle est passée, où on peut regarder dans votre compte en banque, si vous êtes au RSA, et si vous touchez de l'argent régulièrement, en plus de votre RSA, on vous supprime votre RSA. Je vous donne un exemple bien simple. Vous êtes au RSA, 534 € par mois, en moyenne, hein, mais votre père vous envoie 100 € par mois pour vous aider. C'est normal, non ? Tu as des enfants ? Non. Non, le jour où tu auras des enfants, moi j'en ai 6, si jamais je peux les aider, je les aide.
Eh bien, avec cette loi, on regarde sur ton compte en banque, et on dit, tu touches 100 euros par mois plus dans ton RSA, je te supprime ton RSA. Ça, c'est ça les lois qui sont en train de voter aujourd'hui pour lutter contre la fraude. Je vais t'en donner une autre géniale aussi, sur les handicapés. Grand motif de M. Macron, les handicapés, on est d'accord. J'aide les handicapés. Je donne même le droit de vote aux gens qui sont sur curatelle. Ce qui est génial, alors qu'ils ont déjà le droit de voter. Hein. C'est juste un juge qui décide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur curatelle et sous tutelle, quelqu'un peut aller voter si le juge juge que tu es apte à comprendre. Non. Aujourd'hui, même si tu as Alzheimer, même si tu es en démence et tu es sous curatelle, tu as le droit de voter. Super progrès social. Mais regardez pour les handicapés. Tu connais l'allocation d'handicapé. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une allocation d'handicapé. Exemple. Hein. Je suis amoureux de quelqu'un qui touche 1 200 euros par mois. Eh bien, on me supprime mon allocation handicapée. Ça, où elle est la fraude? On estime que tu fraudes ton allocation en aimant quelqu'un qui gagne plus que toi. Par contre, je peux détourner des milliards d'euros par des sociétés sans qu'on s'en occupe. Par contre, je peux m'appeler Apple et payer que 12 000 euros d'impôts en France, alors que je gagne 56 milliards. J'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, la fraude fiscale, on ne veut pas s'en occuper. Aujourd'hui, la fraude fiscale, ces gens-là ne s'en occupent pas. Ils s'occupent de la fraude sociale. Vachement important, hein. Les quelques connards qui truandent au RSA. Hein. Faut vraiment qu'on les mette au pas, ceux-là, parce que c'est pas normal, c'est des incivilités, c'est pas bien. Par contre, tu détournes des milliards, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Aujourd'hui, il y a un type, que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs, qui devait 293 millions d'euros référencés par un inspecteur à cause de la fraude qu'il avait organisée. Tu me suis, j'ai plus son nom en tête. Il a payé 33 millions et on lui a mis une... Hop, tu rentres chez toi, tu peux recommencer tranquillos. C'est ça, s'occuper de la fraude sociale aujourd'hui, de la fraude fiscale aujourd'hui. Ils s'en occupent pas du tout. Ils ont monté des soi-disant brigades pour s'occuper de ça. Ils ont même pas 3 ordinateurs pour 25 mecs. Faut arrêter de mentir aux gens. Parce que de l'argent, il y en a. Hein. Mais ça tourne encore entre eux. Puis comme ils se connaissent tous, comme ils mangent ensemble, comme un tel est marié avec un tel, je vais quand même pas allumer la belle-sœur de mon beau-frère, merde. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ils se connaissent, ils se fréquentent, ils sortent tous de la même école, de la grande école. Ils vont pas se fréquenter, il se passe un coup de téléphone, on va arranger ça. Le verrou de Bercy qui devait soi-disant sauter. Le verrou de Bercy, tu connais, c'est génial. C'est-à-dire que je dois beaucoup d'argent, j'ai un ministre qui décide si on me poursuit ou on me poursuit pas. Ce que je viens de te dire, là, c'est ce qui s'est passé. Non, tu payes une petite amende et puis on arrête tout. Hein. On arrête toutes les poursuites, y compris les poursuites pénales. C'est génial, c'est ça, lutter contre la fraude fiscale. Par contre, toi, tu vas travailler au noir le samedi et le dimanche pour nourrir ta famille. On te file 150 balles. On va te faire vendre ta maison 3 mois après. Parce que là, bizarrement, la justice n'est pas la même. Là, bizarrement, la justice va vachement plus vite. Mais c'est vrai que toi, tu peux pas te payer le super avocat. Eux, si. J'aimerais qu'on parle de dernier sujet, c'est la lutte pour l'environnement et contre le réchauffement climatique. Ah ben, j'en ai plein dans mon livre. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est sincère dans son engagement? Il faut arrêter. D'abord, il faut arrêter de parler de sincérité avec Macron. Moi, je peux plus. Parce que j'ai les preuves. Même pour parler de sincérité avec tous les politiques, vous y croyez pas? Alors, pas tous les politiques, encore une fois, je ne fais pas du poujadisme. Il y en a quelques-uns qui sont honnêtes. Je les cherche. Qui? Je les cherche. Mais Manuel Valls? Non, mais non, même pas. Non, honnêtement, aujourd'hui, en haut de la pyramide, j'en vois aucun. Il y a tellement de compromissions que tu es obligé de faire pour arriver à ces postes-là. Tu es obligé de tellement magouiller, tu es obligé de tellement d'écraser tes copains, tu es obligé de tellement de mettre de l'argent sur la table pour pouvoir exister, ou d'accepter qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent pour continuer d'exister, que j'en vois pas de net. Et donc la lutte pour l'environnement? La lutte pour l'environnement, ne dites pas sincère au niveau de Macron. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, là, je l'ai mis dans mon livre. Alors, vous savez, la pollution, c'est génial la pollution, on va lutter contre la pollution. Il y a 2 solutions. La solution Macron, vous la connaissez? Il supprime des rivières. Donc il y aura moins de rivières. Donc s'il y a moins de rivières polluées, il y aura moins de chiffres de pollution.
Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va aller mieux. Ils viennent de passer la loi. Hein. Les forêts domaniales, je l'ai mis dans mon livre, les gens ne se rendent pas compte. On avait des super forêts domaniales. Eh bien, il vient de passer le contrôle des forêts domaniales à certaines municipalités. Le maire, quand il y a un promoteur qui va venir le voir, pour lui dire, tu vois ta petite forêt là, qui est là depuis 150 ans, j'aimerais bien construire 3 immeubles. Et bien maintenant, il a le droit. Alors qu'avant, il fallait qu'il demande l'avis à l'ONF. C'est fini. Les 2700 sites classés en France, je l'ai mis dans mon livre. Ça, tu sais ce que c'est qu'un site classé? C'est un site où mes parents t'ont emmené, c'est beau. Ça fait 300 ans que c'est comme ça n'a pas bougé. Parce qu'on s'est battu pour que ça ne bouge pas. Parce que c'est la nature. Parce que c'est tellement beau, les rivages, c'est tellement beau cette forêt, c'est tellement beau cette crique, qu'on ne va surtout pas y toucher pour la détériorer. Ça, c'était 2700 sites en France, qui te donnaient des étoiles dans les yeux quand tu les regardais. Eh bien, ils viennent de passer un petit décret, parce que ce n'est pas des lois. Et pendant les vacances, c'est mieux quand les gens sont à la plage. Ou maintenant, on va pouvoir construire un parking. On va pouvoir construire un bel immeuble pour que les gens riches puissent aller voir la vue merveilleuse que toi, tu pourras plus voir. Parce que toi, tu n'auras pas les moyens. Et j'ai rien contre les riches. Parce qu'à la limite, on leur propose, ils en profitent. Et en plus, on va nous faire avaler la pilule. En nous disant, ça crée de l'emploi. Et qu'est-ce que vous en pensez de la signature des traités de libre-échange, notamment le Mercosur? Mais c'est une honte. C'est une honte. Tout en s'engageant mais en pour disant l'accord le de Paris. contraire. En disant le contraire, c'est ça qui me rend fou. C'est que quand je vous dis que ces gens-là, maintenant le mensonge est devenu la règle et la vérité est devenue l'exception. Ces gens-là vous regardent dans les yeux en disant « je lutte pour l'environnement, moi ». Je signe les accords du CAP 21 et en même temps, j'accepte que le bœuf américain passe par le Canada pour arriver en France. J'accepte que les poulets pleins au chlore arrivent en France en passant par le Canada et passant par un autre pays. Ces gens-là sont des menteurs professionnels. Ils nous mentent en nous regardant dans les yeux. Et il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens arrêtent de les croire. Parce que c'est des mensonges patents. Et encore, s'ils ne trichaient pas, c'est-à-dire que moi je veux bien. Ok, tu signes le CETA. Mais on sait sur l'étiquette d'où ça vient et ce qu'il y a dedans. Mais en plus, non seulement ils trichent, mais en plus, on ne pourra même pas se rendre compte de la merde qu'on mange parce qu'ils refuseront de nous l'étiqueter. Il y a un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Ce que je dis souvent, arrêtez de nous prendre pour des cons. Merci beaucoup, Philippe Pascot. C'était un plaisir.